Des armes à feu aux stéréotypes en passant par l'humour grivois, voici 30 fois où Pokémon a dû être interdit ou censuré. Et commençons par le personnage américain le plus stéréotypé. Avec des biceps gros comme des aigles chauves et un passé militaire qui crie « Amérique », le lieutenant Surge est essentiellement la façon dont les Japonais votent pour les États-Unis. Il incarne littéralement le 4 juillet. Le Japon a une longue histoire avec l'armée américaine, ce qui fait naturellement du lieutenant Surge un personnage à la gouvernement issu Joe. Cela explique pourquoi son doubleur japonais a l'air d'un cow-boy qui essaie de commander des sushis tout en balançant un « goddamn » à peu près à chaque phrase. Vous comprenez maintenant pourquoi cela a dû être adapté à l'anglais. Honnêtement, je ne suis même pas fâché par le stéréotype américain. Cependant, le déguisement de la Team Rocket frôle le racisme. Si vous pensiez que Surge était stéréotypé, attendez de voir le choix vestimentaire douteux de la Team Rocket dans l'épisode 15. Ils ont adopté le look écolière des années 90 avec des cheveux blonds et un teint bronzé, s'inspirant de la tendance Gangaroo. Mais la version anglaise a probablement pensé « on ne va pas faire ça ». Le public américain pourrait croire que Jesse et James participent à une convention de blackface avec leurs costumes, ce qui serait très mal perçu. Je fais comme si j'étais la fille la plus cool? Et en parlant de la Team Rocket, regardons James et ses melons. James frappe encore avec ses choix de costumes délirants dans l'épisode 18, connu sous le nom d'épisode perdu par les fans. Il va jusqu'au bout en se travestissant et en portant un bikini. Et ce n'est pas le bikini qui a fait que cet épisode a été retiré de la version anglaise. En réalité, c'est parce que James a décidé de jouer les vrais divas et de se pavaner avec de gros seins gonflables. Il essaie même de rendre la jeune Ondine jalouse avec ses attributs exagérément surdimensionnés. Mais ce n'est pas le seul humour grivois dans Pokémon. Il y a aussi des paroles suggestives sur les jupes relevées. Si tu as toujours regardé l'anime Pokémon en version anglaise, tu remarqueras qu'il y a une fille avec un haut orange et une jupe verte dans la première chanson d'ouverture. Oui, celle à qui Pikachu a presque soulevé la jupe. Eh bien, c'est parce que la chanson d'ouverture japonaise contient une phrase qui se traduit par « même dans le feu », dans l'eau, dans l'herbe, dans les forêts et sur la terre, dans les nuages, sous la jupe de cette fille. La chanson sous-entend que Sacha pourrait devoir aller sous la jupe d'une fille pour trouver tous les Pokémon. Et allez, Sacha, tu sais bien qu'il n'y a pas de Pokémon là-haut, j'espère. Censurer des scènes est une chose, mais couper un court-métrage en entier en est une autre. Te souviens-tu des courts-métrages Pikachu dans les films Pokémon? Le troisième était une aventure électrisante avec Pikachu et Pichou. Les fans l'ont adoré pendant 9 ans jusqu'à ce qu'il disparaisse plus vite qu'un galopin au galop. Pourquoi? Eh bien, le narrateur japonais s'est fait arrêter pour usage de drogue et a pris la fuite. Les fans indignés ont réclamé l'annulation d'elle et de tout son travail. Pendant ce temps, la société Pokémon a réagi très rapidement, claquant des doigts, comme Thanos pour faire disparaître ce court-métrage Pikachu. Bien sûr, la censure existe aussi dans le manga, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'un peu trop privé, comme faire pipi. Le manga Pokémon s'en sort généralement avec un peu plus de liberté, mais quand Emerald a été surpris en train de faire pipi dans le chapitre 601 de Pokémon Adventure Omega Ruby et Alpha Sapphire Arc, disons simplement que les traducteurs anglais n'ont pas vraiment apprécié, alors ils ont décidé de supprimer complètement cette scène. Puisqu'on parle de contenu pour adultes, regardez celui-ci tiré des jeux. Un clin d'œil de trop, il y a toujours une fine frontière entre ce qui est parfaitement acceptable et ce qui est un peu trop. Et dans Pokémon Or, Argent et Cristal, les nageuses faisaient à l'origine un clin d'œil, tout comme les dresseuses beauté. Le problème est que ces personnages non-joueurs ne portent que des bikinis, donc avec leur clin d'œil, la société Pokémon a probablement jugé qu'elle devenait trop séduisante pour les jeunes joueurs, amenant les développeurs à censurer le clin d'œil. Même les Pokémon eux-mêmes n'ont pas échappé à être un peu trop osés dans les jeux. Par exemple, Nidoqueen s'est lâché dans Pokémon Stadium 2, du moins aux yeux de beaucoup de joueurs, je suppose. Lorsqu'inactive, les graphismes pixelisés de la Nintendo 64 donnaient l'impression qu'elle jonglait avec sa poitrine. Cela a été immédiatement modifié pour la version américaine, car la dernière chose dont le marché occidental avait besoin, c'était que leurs enfants développent un fétichisme étrange pour des poitrines de monstres mal animés. Mais on ne peut pas non plus oublier cette blague étrange sur le lait. Ondine n'a pas vraiment été épargnée par une sexualisation étrange dans l'épisode « L'enfant Kangourex », qui est essentiellement une histoire inspirée de Tarzan sur un enfant humain élevé par un Kangourex. Le trio rencontre cet enfant qui remarque la poitrine d'Ondine. La caméra se concentre rapidement sur la poitrine d'Ondine pendant que l'enfant demande s'il peut avoir un peu de lait,
La version anglaise n'a pas censuré toute la scène, mais a simplement modifié les dialogues pour les rendre plus adaptés aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a? N'oublions pas non plus la célèbre modification des jeux occidentaux classiques. J'ai besoin de mon café. On parle d'un thème un peu trop adulte pour que les enfants y soient vite exposés trop tôt, à moins que la société Pokémon ne veuille que ses fans deviennent des ivrognes en grandissant. Dans Pokémon Rouge et Vert, si tu essayais d'aller au nord de Jadiel avant de livrer un colis au professeur Chen, un ivrogne évanoui bloquait le passage. Mais cela a été changé en un homme trop fatigué pour se lever parce qu'il n'avait pas encore bu sa tasse de café du matin. Cela explique probablement pourquoi certains fans de Pokémon comme moi ont développé une dépendance au café. Mais en parlant de dépendance, plus de jeux d'argent. Les jeux d'argent étaient strictement interdits dans les jeux vidéo occidentaux, enfin jusqu'à récemment. Les cerveaux des enfants aujourd'hui sont tellement grillés par les lootbox et les jeux d'argent sur Twitch que ça a peut-être changé. Il y a quelques années, les sociétés de jeux vidéo imposaient des limites sur les jeux d'argent pour les enfants. C'est pourquoi les thèmes liés aux jeux d'argent étaient souvent retirés des jeux. Et Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille n'ont pas fait exception. Les dresseurs appelés Gamblers ont été renommés Gamers dans la version anglaise, comme s'ils s'intéressaient plus à Pac-Man qu'aux machines à sous. Lors de la sortie de Pokémon Platine, les machines à sous étaient déjà inutilisables. Et à la 5e génération, le casino avait totalement disparu. La sensibilité a toujours été un problème dans Pokémon, comme on peut le constater avec le changement de couleur de Jynx dans les jeux. Tout le monde sait qu'à l'origine, Jynx avait la peau noire, mais les Occidentaux ont vu ça et ont dit « Non, on ne peut pas accepter ça ». Donc, au moment où Pokémon Or et Argent sont sortis sur le marché, Jynx avait subi une transformation radicale qui a rendu sa peau violette. Ils ont tenté de justifier cela par la mode des Ganguro Girls des années 90, mais le souci était que les Occidentaux ignoraient totalement ce que c'était. Et ils ont dû retirer des épisodes entiers à cause de Jynx. Concernant Jynx, les animateurs japonais ont maintenu leur choix initial en gardant sa peau noire pendant un certain temps. Mais la version occidentale doublée ne l'a pas très bien pris. Finalement, ils ont décidé de passer sous silence 2 épisodes entiers, parce que la couleur de Jynx n'était pas assez violette selon eux. Mais il y a aussi d'autres épisodes du début de l'anime qui ont dû être coupés. Après tout, Tentacruel ne peut pas faire fondre des poutres en acier. Les attentats du 11 septembre ont entraîné une certaine censure dans la diffusion de l'anime Pokémon aux États-Unis. Le premier épisode concerné était la Tour de la Terreur. Cet épisode a été censuré pendant longtemps en raison de son titre. Dans cet épisode, Sacha va à l'avant-ville pour attraper un Pokémon Spectre et prendre sa revanche contre Morgane et son soporifique. En fait, malgré l'absence de contenu offensant, le titre seul a suffi à retirer cet épisode de la diffusion, ce qui est dommage car c'était l'un de mes préférés quand j'étais enfant. Je ne comprends pas, ils sont bizarres. Et puis il y a eu Tentacool et Tentacruel, qui a été interdit pendant plusieurs années parce qu'il montrait un Tentacruel géant détruisant des bâtiments, y compris un gratte-ciel. Mais le plus étrange, c'est que des scènes de cet épisode, comme Tentacruel détruisant un bâtiment, étaient tout de même utilisées dans le générique de la série. Mais le saut d'épisode a continué pendant plus de 1000 épisodes dans l'animé. L'épisode 1003 n'a pas été retenu dans la version anglaise. Et cette fois, on ne peut pas blâmer Jynx. Cette fois, tout dépend de Sacha. Notre dresseur de Pokémon héroïque a décidé de se déguiser en Quartermac, qui a une fourrure de couleur foncée. Sacha s'est donc naturellement mis de la peinture foncée sur le visage, avec les conséquences que l'on imagine. Pour beaucoup, c'était un costume innocent, mais certains spectateurs américains l'ont jugé un peu trop proche du blackface. Ainsi, au lieu d'attraper des Pokémon, Sacha a tiré une controverse qui a mené à la suppression de l'épisode. Ils ont également dû annuler un épisode à cause de la présence de nombreuses armes à feu. L'épisode 35 a été supprimé parce qu'il y avait un homme qui pointait une arme sur Sacha. Il pointait un gros revolver directement sur la tête de Sacha. L'Amérique est notoirement prompte à dégainer quand il s'agit des armes à feu. Cela pourrait expliquer la sensibilité accrue de notre public concernant les armes à feu et les enfants. Cela dit, passer cet épisode a laissé un énorme trou dans l'intrigue. Les fans américains étaient perplexes quant à la façon dont Sacha avait réussi à capturer 30 tauros dans la zone safari. Tout ça parce que cet épisode, ça a été supprimé. Cependant, même le Japon peut censurer des épisodes. L'épisode interdit le plus célèbre de Pokémon ne l'est pas en raison de contenu racial, sexuel ou culturel. Ce n'était même pas la version anglaise qui a fait interdire l'épisode. Dans l'épisode tristement célèbre Soldat électrique Pokémon, Pikachu est devenu involontairement le maître du chaos. Lorsqu'il a détruit des missiles avec ses attaques électriques, des lumières rouges et bleues se sont mises à clignoter à l'écran. Et Pikachu n'a pas seulement diverti les enfants, il a pratiquement déclenché des crises d'épilepsie.
L'émission a été interrompue pendant 4 mois pour se remettre de ce fiasco, faisant ainsi une impression fracassante. Pendant ce temps, près d'1 minute d'un épisode a été supprimé à cause d'une autre blague sur le lait et d'une décision qui vous fera douter de la santé mentale du doublage anglais. Ils ont retiré 45 secondes entières parce que Miaous a été surpris en train de boire du lait directement au pied de Écrémeuche. Ça embellit vraiment mon visage. Les artistes de cet album semblent frappés par la confusion. Les choses ne sont pas très différentes quand il s'agit des cartes Pokémon, où Ondine n'a vraiment pas de chance. Ondine a la vie dure parce que les créateurs de Pokémon ne peuvent pas s'empêcher de lui donner un relooking plutôt louche de temps en temps. Par exemple, sur la carte Dresseur, les larmes d'Ondine, on voit Ondine avec son ami Starry, mais on dirait qu'elle a décidé de ne pas porter de vêtements. On pourrait penser que quelqu'un se serait dit que « ce n'est peut-être pas une super idée parce que Ondine n'a que 12 ans hein. ». Finalement, le bon sens a prévalu lorsqu'ils ont changé sa tenue d'anniversaire. Dans la version mise à jour, elle porte des vêtements et elle pleure à chaudes larmes pendant que Carapuce est là pour elle. Bien sûr, personne ne veut que les enfants pensent, car Alista pense que boire de l'alcool est normal. Dans l'épisode Explosion et nettoyage, la Team Rocket imagine Giovanni en train de boire du vin. Même les grands chefs du crime international ne semblent pas supporter les boissons fortes dans la version anglaise. Ils ont alors remplacé le vin de Giovanni par un autre liquide adapté aux enfants. 10 ans plus tard, Kiki et Burnett célèbrent leur mariage. Mais au lieu de vin, ils boivent du jus d'orange. Le mariage devait être vraiment ennuyeux, ils n'ont même pas pu sortir le champagne. Miaous a failli passer du type normal au type spectre dans cette blague sombre. Dans Le Soleil, La Peur, L'Antre Secret, Miaous a eu une expérience de sortie de corps après avoir vu la véritable forme redoutée de Mimiki. Il a même mentionné aller dans l'autre monde, comme s'il disait qu'il était mort de terreur. Cela montrait que Miaous a failli devenir un Pokémon de type spectre de façon permanente. Mais la version occidentale a censuré la partie où l'âme de Miaous quittait son corps pour donner l'impression qu'il s'était simplement évanoui. Quand même, je dois dire qu'un Miaous sous forme spectre serait vraiment génial. Mais certains thèmes peuvent aussi être un peu sombres pour le public japonais. L'épisode 39 de Pokémon Noir et Blanc, prévu pour le 7 avril 2011, a été interdit. L'épisode était fortement axé sur le thème de l'eau, ce qui le rendait trop insensible après qu'un véritable tsunami ait dévasté le Japon seulement 1 mois plus tôt. Il semble que l'équipe de Pokémon n'ait pas reçu le mémo sur le mauvais timing, car ils ont réussi à faire sensation pour la mauvaise raison, donc l'épisode a été temporairement mis de côté. Pourtant, même un détail simple comme une moustache à la Hitler peut être effacé d'un épisode. Dans l'épisode 1080, Régler le score Bunny, il y a un homme à la gare, dans la version japonaise, qui arbore une moustache, mais ce n'était pas n'importe quelle moustache. C'était le sosie parfait de la moustache la plus célèbre de l'histoire, celle d'un certain Adolphe. La moustache a été rasée pour la version anglaise, donc désolé, celle d'Hitler ne reviendra pas. Cela dit, le public anglais n'a pas non plus vu ce salut dans leur version de l'anime. Dans l'épisode Toutes choses brillantes et beautifully, une scène avec la Team Rocket a été censurée. Dans la version japonaise originale, Jessie, James, Miaous et des sbires de la Team Rocket ont fait un salut similaire au salut nazi. Dans la version anglaise, Jessie lève les 2 bras, James baisse le sien, et les sbires de la Team Rocket gardent leurs bras le long du corps. Mais une fois de plus, la pose de Miaous est restée inchangée pour une raison inconnue. La carte Astuce de Ninja de Koga avait un symbole considéré comme malheureux pour le public occidental. La version japonaise de la carte Dresseur Astuce de Ninja de Koga présente en évidence un symbole bouddhiste qui ressemble fortement à la tristement célèbre croix gammée utilisée par le Troisième Reich. Bien que le symbole bouddhiste existe depuis des siècles avant la croix gammée, il était compréhensible que l'artiste soit chargé de redessiner la carte pour son lancement international. La version mise à jour de l'astuce de Ninja de Koga, que l'on trouve dans l'extension Défi des champions, a vu le symbole retiré au profit d'un autre symbole d'inspiration orientale, porteur de connotations moins controversées en Occident. Et tout cela me rassure, car j'étais un peu inquiet que Goldat essaie de nous radicaliser lorsque nous étions de jeunes fans de Pokémon. Une autre carte Pokémon nous a appris que Tadmorph devrait probablement figurer sur un registre. La version japonaise d'une carte pour le Pokémon Tadmorph montre Tadmorph en train de regarder sous la jupe d'une jeune fille, ce qui a poussé la société Pokémon à appeler Chris Hansen à propos de ce monstre de poche dégoûtant et à apporter un léger ajustement aux cartes pour que la ligne de regard soit modifiée. Même si ce n'est peut-être pas aussi scandaleux que le comportement de Tadmorph, la championne d'arène Sabrina nous a peut-être tous provoqués.
Dans la série Jin Hero, la carte japonaise originale a été interprétée comme faisant un doigt d'honneur, ce qui a suscité des inquiétudes. Même si c'est un peu tiré par les cheveux, cela n'a pas empêché la société Pokémon de complètement redesigner la carte pour la sortie anglaise. Mais parlons d'une autre blague sur le lait. La carte Dresseur-les-Meumeux a subi une refonte artistique lors de sa sortie en dehors du Japon. Le design initial montrait une scène où un Pokémon était un pis de vache artificiel tenu par ce qui semblait être un fermier, et c'est vraiment étrange. En prévision de préoccupations potentielles concernant la pertinence de l'illustration originale pour le public américain, ils ont revu le design de la carte. Et dans la version américaine de Lait Meumeux, la nouvelle illustration montrait une grange remplie de lait meumeux et un mélo. Mais puisque nous parlons de cartes Pokémon interdites, prenons un instant pour parler de Kadabra qui a été banni. Pourquoi Kadabra a-t-il été banni du jeu de cartes à collectionner Pokémon ? Kadabra est resté introuvable pendant de nombreuses années, car la carte a mystérieusement disparu du jeu. En 2000, un illusionniste nommé Uri Geller a intenté un procès contre la société Pokémon. Sa plainte était fondée sur la ressemblance frappante entre Kadabra et lui-même, tant par le nom que par l'apparence. Uri Geller a également découvert que le nom japonais de Kadabra, Yungur, semblait être une combinaison de ses propres noms. À la suite du procès, la société Pokémon a retiré Kadabra des collections de cartes et l'a progressivement supprimé de l'animéon. La bonne nouvelle, c'est que Uri Geller a maintenant décidé de retirer son opposition, permettant ainsi à la société Pokémon de réintroduire Kadabra après plus de 2 décennies. Dans une conversation avec Kotaku, Uri Geller a reconnu son erreur de jugement. Il a mentionné que devenir grand-père et voir ses petites filles jouer avec les cartes l'avait aidé à réaliser l'erreur qu'il avait commise. Pour conclure, parlons des pitreries habituelles de Pierre. Pierre a toujours été ce que la génération Z appelle aujourd'hui un simp, depuis le premier jour, se jetant souvent sur n'importe quelle femme, dans la série Pokémon, dans ses tentatives ratées de trouver une petite amie. Mais il s'est un peu trop emporté avec ses paroles dans l'épisode L'école de la vie, où il a dit Elle peut enfin avoir... La réplique avait été coupée dans de nombreuses versions de l'émission parce qu'il était évident que Pierre agissait de manière un peu trop inappropriée, au point de laisser entendre que la fille pouvait partir avec eux. Du contrôle forcé des Pokémon, au meurtre et aux tentatives de domination du multivers. Voici les choses les plus maléfiques que la Team Rocket ait jamais faites. Alors préparez-vous dès maintenant. Quel meilleur endroit pour commencer que le 2e épisode de l'anime Urgence Pokémon ? Et oui, il fut un temps où notre trio préféré, Jessie, James et Meowth, étaient en fait de vrais méchants. Ils pénètrent dans le centre Pokémon de Jadiel. Ils utilisent Smogo comme écran de fumée pour embrouiller la vision de notre héros et voler les Pokéballs. C'était essentiellement une attaque terroriste contre un hôpital. Ils ont coupé le courant, mais heureusement, infirmière Joël avait un plan B. Tout un groupe de Pikachu qu'elle a surnommé. Après quelques tentatives ratées pour les attraper. Ondine, avec ton expérience, tu aurais dû savoir que Poissirène avait besoin d'eau. Tous les Pikachu lancent une immense attaque électrique contre la Team Rocket. Ils soignent aussi le Pikachu blessé de Sacha, qui ajoute un peu de puissance Pika supplémentaire, pour finalement provoquer le tout premier d'une longue série de décollages. Ce Pikachu n'est pas un Pikachu ordinaire. Mais passons à la vitesse supérieure et parlons du moment où la Team Rocket a coupé des queues de Ramolos. Dans les jeux de la 2e génération, la Team Rocket a été surprise en train de récolter tout un tas de queues de Ramolos à Ecorcia. Et franchement, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Les Ramolos sont parmi les Pokémon les plus cool, comment osez-vous ? Étant donné qu'ils sont utilisés à la fois pour l'argent et la nourriture, on dirait que Poképita n'approuverait pas ça. Mais surtout, l'avis des Ramolos sur la question, les entrées du Pokédex se contredisent sur la douleur ressentie par les Pokémon, certaines indiquant un délai de 5 secondes, d'autres niant toute sensation. Mais quoi qu'il en soit, ce que la Team Rocket a fait n'était pas humain, et même si les queues des Ramolos repoussent, je suis sûr qu'ils n'aiment pas l'idée qu'elles soient utilisées pour des repas. C'est la même idée que Bob l'éponge et Patrick qui imaginent leurs fesses accrochées au mur de Monsieur Krabs. La Team Rocket, passant de la collecte de queues à celle des Pokémon, s'est déjà fait passer pour des éleveurs afin de les capturer. Dans l'épisode de l'anime Le secret du centre d'élevage, je pense. Cassidy et Butch, Wes, Biff, CB, l'on est en Roy. Peu importe, ils géraient un faux centre d'élevage pour récupérer autant de Pokémon que possible à remettre à Giovanni. C'est vraiment mon préféré. Plus tard, Sacha et ses amis ont trouvé une porte arrière, ouverte après la fermeture de l'entrée principale. Et honnêtement, s'ils voulaient vraiment réussir leur plan diabolique, ils auraient dû d'abord vérifier que la porte arrière était verrouillée. Mais bien sûr, on ne peut pas laisser le méchant gagner,
Et spoiler, le grand méchant est arrêté et les Pokémon sont sauvés. Ils ont réussi à faire passer Sacha et ses amis pour des cambrioleurs afin de les faire arrêter. Une ruse que Jessie, James et Meowth seraient sans doute trop bêtes pour réussir. Cependant, la Team Rocket rassemblera plus tard des Pokémon sans l'aide de leur propre dresseur dans l'épisode Pikachu se révolte. Nous retrouvons à nouveau Cassidy et Bob alors que tous les Pokémon de l'île Mandarin étaient hypnotisés par un hypnomade pour venir à un endroit. Et cela incluait même le pauvre Pikachu. Jessie et James s'allient à Sacha et ses amis pour raisonner les Pokémon qui les ont attaqués. Et tu sais quoi ? Peut-être qu'ils ne sont pas si mauvais qu'on le croyait. Le Fantominus de Jenny a encaissé les attaques des Pokémon, tandis qu'Ash demandait à Pikachu de le viser, détruisant ainsi la machine à laquelle Hypnomade était relié. Mais ce n'était pas la seule fois où la Team Rocket a contraint des Pokémon à agir contre leur gré. Tu te rappelles dans Pokémon 2G quand ils ont fait évoluer beaucoup de Magikarp au lac Colère. Ils ont utilisé des ondes radio spéciales pour accélérer l'évolution de nombreux Magikarp. Ils auraient pu trouver d'autres Pokémon puissants à attraper. Un unique Léviator, rouge se tenait au centre du lac, prêt à être capturé. N'était-ce pas suffisant ? Apparemment non, car au lieu de ça, tu as dû l'énerver en infligeant à plusieurs de ses congénères les bruits les plus insupportables possibles. Passons à un autre domaine, l'histoire. Jouer avec les Pokémon légendaires. Le premier est évidemment Mewtwo du premier film. Ici, le docteur Fuji et son équipe ont créé Mewtwo à partir de l'acide désoxyribonucléique de Mew. Par la suite, Mewtwo s'est enfui de son tube à essai et a tué tous les scientifiques. Nous rêvions de créer le Pokémon le plus puissant du monde et nous avons réussi. Je ne lui en veux pas. Moi aussi, je démolirai quiconque me déshumaniserait et me traiterait comme une expérience. Giovanni est alors venu dire à Mewtwo qu'il pouvait l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Comment ? En l'enfermant dans une armure et en le faisant affronter tous les challengers de l'arène de Jadiel. Et mon pote, peut-être que si tu n'avais pas fait subir tout ça à Mewtwo, il ne serait pas parti en quête de domination mondiale et Sacha n'aurait pas été transformé en pierre. Mais ce n'est pas tout, la Team Rocket a même osé capturer un bébé Lugia. Mais d'abord, il faut se demander, comment un bébé Lugia peut-il exister alors qu'il semble n'y en avoir qu'un seul de son espèce ? On ne va pas se poser la question, car il y a des choses plus urgentes à régler. Cassidy et Ben, c'était bien son nom, non ? Sont revenus pour capturer Silver et l'emmener au docteur Namba, le scientifique. Ils ont aussi utilisé Silver comme appât pour capturer ses parents, et Namba avait l'intention de l'utiliser comme cobaye pour son invention, un Bandeau qui... rend les Pokémon plus forts en les rendant plus enragés. Jessie et James ont de nouveau arrêté d'être des méchants et ont aidé à libérer le parent Lugia. Et après une série de combats, la machine qui faisait fonctionner les bandeaux a été détruite. Oh, et le trio de la Team Rocket a de nouveau été envoyé vers d'autres cieux au milieu du chaos. Et ce n'est même pas tout. Tu te souviens de l'opération Tempête, où la Team Rocket a capturé Meloetta pour l'utiliser afin de prendre le contrôle des génies légendaires. Je sais qu'ils ne sont pas vraiment des génies, tais-toi. Bref, Giovanni a capturé Sacha et Pikachu dans une sorte de cube et a dit à la pauvre Meloetta de venir avec lui ou de les voir se faire écraser. Meloetta s'est soumise, Sacha et Pikachu ont été épargnés et les trois ont été emmenés aux ruines abyssales où Giovanni a utilisé un enregistrement de la chanson de Meloetta pour dévoiler le ver révélé. Alors que Meloetta souffrait, Boreas, Fulguris et Démétéros sont apparus dans le ciel sans avoir l'air particulièrement intelligents. Excusez-moi, vous me regardez ? En utilisant le miroir vérité, Giovanni a poussé les génies à partir au combat alors qu'ils prenaient leur forme avatar et semaient le chaos. Après qu'Ash et Pikachu ont sauvé Meloetta, Giovanni a regardé directement dans le miroir vérité, ce qui l'a possédé et lui a permis d'ordonner aux génies de détruire Unis. Alors que les autres membres de la Team Rocket voulaient seulement prendre le contrôle de la région, Jessie, James et Meowth ont réussi à le plaquer au sol et à lui faire retrouver ses esprits. Donc même les méchants ont leurs limites. Capturer et voler des Pokémon est une chose, mais les tuer en est une autre. C'est exactement ce que la Team Rocket a fait à un ossatueur. En essayant de voler les crânes des ocellets à l'avant-ville pour de l'argent, un ocellete en particulier a été protégé par sa mère, qui a malheureusement été tuée. C'est l'un des moments les plus tristes de toute la série Pokémon, et cela rend vraiment la Team Rocket impardonnable. Dans Pokémon, les origines, le moment où le fantôme d'ossatueur console son enfant et lui dit au revoir, est encore plus triste. Ça fait vraiment pleurer. Et tu pensais qu'ils allaient s'arrêter avec Pokémon ?
il s'avère qu'ils n'hésitent pas à tuer, comme dans l'épisode Une peur dans les airs de l'animé où Giovanni leur a confié une mission à bord d'un dirigeable. Cela semble assez innocent au début, mais l'intention de Giovanni a été révélée, car il voulait se débarrasser du trio à cause de leurs nombreux échecs et toucher l'assurance du dirigeable. C'est une astuce pour faire d'une pierre deux coups, mais n'aurait-il pas été plus simple de les renvoyer ? Faire s'écraser le dirigeable est une façon de s'en débarrasser, mais le démonter et vendre ses pièces aurait été une autre option. Mais qu'est-ce qui pourrait surpasser un meurtre ? Que diriez-vous d'essayer de prendre le contrôle du multivers entier ? Dans Ultra Soleil et Ultra Lune, Giovanni a dirigé la team Rainbow Rocket, composée de chefs maléfiques d'univers alternatifs ayant réussi leurs objectifs pour tenter de conquérir le multivers. L'idée est effrayante. Imaginez Archie de la team Aqua inondant le monde avec Kyogre, ou Cyrus de la team Galaxy déchirant l'espace-temps avec Dialga et Palkia. Heureusement qu'Arceus, le joueur, était présent pour les stopper et éviter le pire. Quand une franchise existe depuis aussi longtemps que Pokémon, il faut un effort particulier pour rester dans l'esprit des fans. Parfois, par exemple, cela peut vouloir dire créer les publicités ou les produits les plus étranges auxquels on puisse penser. Alors, sans plus attendre, embarquons pour un trajet en bus totalement inoffensif à travers toutes les publicités Pokémon les plus étranges que nous avons vues au fil des années. Commençons par les publicités les plus sages de la liste. Voici des publicités de jeux parmi les plus intéressantes. Le pouvoir publicitaire de l'amitié. Comme d'habitude, nous commençons par les types de publicités étranges les plus attachantes. Comme celle-ci pour Pokémon Ruby et Saphir, où un groupe de personnes de tous âges, genre et style vestimentaire, posent pour des photos avec des Pokémon auxquels ils ressemblent chacun. Principalement grâce à leur tenue et à leur attitude. Et honnêtement, il nous faut plus de publicités amusantes comme celle-ci. Partagez en commentaire le Pokémon auquel vous ressemblez étrangement. Pour ma part, je dirais Deden. Avertissement, des amis sont nécessaires pour une complétion totale. Cette publicité vous montre comment collectionner efficacement tous les Pokémon originaux en échangeant avec d'autres joueurs. Maintenant, nous devons préciser que les enfants ne devraient pas lancer des cordons d'une maison à l'autre pour relier leur Game Boy afin d'échanger des Pokémon. Non pas parce que c'est dangereux, mais parce que Pikachu s'en chargera. Je vais jouer à Pokémon Snap. Créer une pub thématique pour un jeu de safari photo de Pokémon est logique. Cela dit, allez mec, ils sont juste derrière toi. Ils sont littéralement partout sauf là où tu regardes. Tourne-toi et prends la photo. Peu importe les effets spéciaux bizarres, vise et déclenche. Avec un appareil photo, défaite totale. Si tu pensais que prendre des photos de Pokémon était cool, attends un peu. Dans cette publicité pour Pokémon Stadium, on fait tout un spectacle du premier jeu où tu peux combattre avec des Pokémon en 3 dimensions. Cela ajoute aussi une autre publicité à la catégorie des effets spéciaux pas vraiment bons, mais pas vraiment terribles non plus. Bien sûr, le meilleur moment reste ce gros ronflex acclamé comme le vainqueur, alors qu'il n'a même pas participé au combat. Un petit prix à payer pour une blague classique sur les gros. Je te choisirai toujours, Pikachu. Les publicités japonaises sont souvent très bizarres pour nous, le public occidental. Mais cette pub pour « Et toi, Pikachu » est en fait à la fois douce et adorable. Cet homme d'affaires parle à Pikachu et il est complètement stupéfait lorsque Pikachu lui répond. Honnêtement, trouvez quelqu'un d'aussi dévoué à vous que ce type l'est à Pikachu. Il faut adorer ce cri dramatique qu'il pousse quand Pikachu s'endort. Ne déteste pas le joueur, pas vrai ? Cette publicité pour Pokémon Flipper met vraiment en perspective ce que tu fais apparemment quand tu joues au jeu. Pour votre plaisir malsain, vous forcez ces personnages à entrer dans des Pokéballs et les faites rebondir dans un parcours d'obstacles infernal, bruyant et flashy. Ce n'est pas non plus un argument type « People for the Ethical Treatment of Animals » du genre « Pokémon encourage l'esclavage ». Ils sont littéralement tous terrifiés à l'idée d'entrer dans cette machine. Pensées et prières, pour Trico, il est arrivé. Tu te souviens quand Zack et Cody étaient là populaires ? 2 sitcoms de Disney Channel ne suffisaient pas, car ces gars-là devaient absolument faire la pub de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et ça allait même jusqu'à faire la pub de Pokémon Or Heart Gold et Argent Soul Silver, avec un frère assigné à chaque version. Et honnêtement, c'est une pub correcte, mais la façon dont il prononce Pokémon donne un peu la même impression que cette fameuse interview de Chris Pratt à propos du doublage de Mario. Mec, j'ai passé des heures de ma vie à écraser des Koopas dans le jeu d'arcade original Mario Bros. Exact. Au début des années 2000, la fièvre Pokémon était à son apogée.
Montrer des gens de tous horizons, personnalités, âges et styles nommant leurs Pokémon favoris est une bonne façon de surfer sur cette vague d'enthousiasme. C'est charmant d'entendre chacun prononcer différemment le nom de son préféré. Le meilleur moment est sans doute le trio de fans de Zigzaton, et c'est compréhensible. Je veux dire, regardez juste ce gars-là. Franchement, une forme physique au sommet. Mais passons des jeux à la pop culture en général, car voici quelques-unes des publicités de produits dérivés les plus intéressantes. Je dois dire, ça rappelle des souvenirs. Cette publicité n'est pas particulièrement étrange en soi, mais elle mérite d'être mentionnée car il s'agit de la même promotion Burger King qui a ensuite été retirée. Tu vois les boîtes Pokéball qui contenaient les jouets ? Oui, elles sont de forme ronde, elles se sont retrouvées devant la trachée de certains jeunes enfants. Et après un rappel national, elles ont été retirées du menu. Pousse-toi, Apple Watch. Qui a besoin d'écrans tactiles sophistiqués et d'applications quand on a une appli qui permet d'interagir avec tous ses personnages Pokémon préférés. Vous pouvez protéger Pikachu de la Team Rocket, et Pikachu est là. Et il dit la phrase... Je l'admets, ce Pokédex électronique a l'air plutôt cool. J'aime bien les petits sprites qu'il contient. Cela dit, ce maître Pokémon est vraiment juste le maître des informations dont personne ne se soucie. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une seule personne qui se soit souciée que Roucoups pèse plus que Chrysacier. C'est ça, tu n'es qu'un gros imposteur! Une énergie purement année 90. La citation Quand j'ai vu ça, j'ai su que mon Dracofeu pouvait le vaincre. doit être la phrase la plus typique des années 90 qu'on puisse imaginer. Bravo au gamin qui a gagné, même si Dragon Bat Bourdon n'est pas la stratégie la plus poussée du manuel. J'espère juste que le pauvre gamin qui a perdu va bien, parce que le gars a l'air absolument dévasté. Petite remarque, voir ce gamin manipuler un Dracofeu sans ombre en 2024, ça fait vraiment mal à regarder. Fait partie d'une catastrophe complète, enfin je veux dire d'un petit déjeuner. Suis-je le seul à prendre la défense de la mère dans cette situation ? Cette omelette a vraiment l'air dégoûtante, mais elle a sincèrement essayé de préparer un petit déjeuner Pikachu pour les enfants, ne vous méprenez pas. Et soit dit en passant, les céréales ont l'air vraiment bonnes. Il faut tous les griller. Désolé, céréales Pokémon. Ni toi, ni cette omelette Pikachu, terrifiante, mais pleine de bonnes intentions, ne pouvaient rivaliser avec les gaufres Pokémon, chacune avec l'image d'un Pokémon dessus. Mais c'est quand même un peu trompeur. Une recherche rapide sur Google a révélé qu'il n'y avait que 5 Pokémon différents qui avaient la chance d'être imprimés sur ces petites merveilles. Cela signifie que tu ne peux pas tous les attraper. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Combiner des aliments sucrés et salés du petit déjeuner avec une collection façon gacha semble presque illégal. Les enfants, mettez des Pokémon, évitez les casinos. N'essayez pas d'obtenir Porygon. Pokémon allez au bol. Les pâtes, un aliment incontournable pour les enfants. Et aussi de l'alimentation des adultes qui pourraient arrêter d'acheter ces macaronis au fromage Bob l'éponge, mais n'en ont simplement pas envie. Mais peu ont eu un impact aussi important que les pâtes Pokémon de Heinz. Même si je n'ai malheureusement pas pu goûter à ce produit, je suis au moins content de ne pas avoir eu à ressentir la culpabilité existentielle que cette publicité m'aurait infligée. Je peux tous les attraper, mais en voyant à quel point ils sont terrifiés à l'idée d'être transpercés par une fourchette et mangés, je ne suis pas sûr de pouvoir tous les attraper moralement. Sauf Ectoplasma qui semble bien le vivre. Il faudrait vérifier s'il va bien. De Pikachu. Puisque nous avons parlé d'artisanat, on ne peut pas ignorer les pâtes Pokémon de Kraft Mac and Cheese. Cette publicité n'a presque rien à voir avec Pokémon lui-même, mais elle fait la promotion des 6 formes différentes que vous trouverez, y compris certains des Pokémon les plus emblématiques et reconnaissables, et aussi tes tartes, pour une raison quelconque. Honnêtement, ma seule critique de la publicité, c'est que Pikachu n'a pas rejoint le Chisasaurus Rex lors de son affreuse virée de surf en image de synthèse, ce qui est franchement une énorme occasion manquée. Plus de Pokémon, plus de puissance. C'est vraiment plus ou moins une publicité de jouets normale, même si, il faut l'admettre, on ne peut qu'aimer le contraste entre la musique et la narration inquiétante et le petit bruit adorable de Pikachu. Cela dit, la vision d'un enfant qui danse pendant que plusieurs Pokémon volent dans son pantalon, c'est quand même un peu bizarre. Mais assez parlé des trucs sages, la plupart d'entre vous sont là pour les pubs vraiment bizarres. Pauvre chien. Si vous achetez Hey You Pikachu, votre carlin va déprimer. Ça ne donne pas vraiment envie d'acheter. C'est comme si c'était l'argument principal de votre pub. Mais tenez-vous bien, cette publicité raconte l'histoire d'un chien qui se lamente parce que son maître aime Pikachu plus que lui. Je croyais être le meilleur ami de l'homme. Je ne sais pas, je me sens juste un peu mal pour le chien. On peut tous négliger nos animaux de compagnie. Pikachu a sa journée, et ce titre n'est pas une tentative ratée d'être intelligent.
un marathon a été nommé la journée de Pikachu. Cela dit, il faut aimer l'idée que Pikachu ait aidé George Washington à gagner la guerre d'indépendance. Fitbit, non merci, je reste avec Pokémon Pikachu 2. Vous savez, la suite tant attendue de Pokémon Pikachu. Selon le narrateur, il s'agit d'un petit appareil que vous prenez avec vous lorsque vous êtes assis sur la machine à laver. Ce qui est peut-être une leçon inquiétante à enseigner aux enfants. Mais le plus étrange, c'est de rater l'occasion de promouvoir l'exercice physique auprès des enfants, et plutôt les encourager à s'asseoir sur des machines à laver en marche. Oui, bon, je pense que je le suis. Pour revenir au jeu de cartes à collectionner, n'importe quel enfant fan de la série aurait adoré y jouer avec d'autres passionnés. Cette publicité a probablement bien réussi à les enthousiasmer. Le narrateur semble faire la promotion d'une pizzeria médiocre dans le Montana ou un endroit similaire. Et sérieusement, Tei, pourquoi ont-ils fait la voix de ce gamin comme ça? Était-ce une référence d'anime ringarde? Il n'est pas nécessaire d'animer de vraies bouches humaines. En fait, vous n'avez même pas vraiment besoin d'animer les bouches dans les animes classiques. Danse comme un type électrique. Le musicien d'origine allemande Lou Bega était à l'affiche de cette publicité Warner Bros. Kids, dans laquelle il chante à propos de tous les nouveaux épisodes que vous verrez bientôt, y compris 3 nouveaux Pokémon. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est le gars qui a chanté. La chanson du jeu Madagascar 2 sur Wii. Et là, il a gentiment passé le micro à Pikachu. Faut tous les brûler. Tu sais quel est le truc le plus bizarre dans cette pub? Ce n'est pas le fait que Sacha ait littéralement dit qu'il est normal de brûler ses frères et sœurs s'ils te taquinent, et qu'un adulte lui confirme tout de suite qu'il a raison. Non, non, c'est le fait que le gars ne taquinait même pas, on dirait vraiment qu'il est en train de raser une oie. Je te choisis. C'est déjà discutable de vendre une Game Boy Color édition collector aux enfants en leur disant qu'ils devraient tout faire pour l'obtenir. Mais quand tu montres ça en faisant en sorte que l'enfant force une oie à en pondre une, ça atteint un tout autre niveau de questionnement moral. Encore pire, c'est que cet enfant ne remercie même pas l'oie qui, en gros, vient d'accoucher plusieurs fois. Il lui demande de le refaire 5 fois de plus pour ses amis. J'espère sincèrement qu'il traite ses Pokémon mieux qu'il ne traite cette oie. Public Service Announcement bien intentionné. Évidemment, Nintendo n'allait pas faire une annonce de service public pour dire aux gens de ne pas jouer à leur jeu, même s'ils préféraient le faire en conduisant. Heureusement, Essurance est intervenu avec une parodie montrant des adultes très bouleversés qui ont un accident de voiture en essayant d'attraper des Pokémon. Ou pardon, un Ding Duck. Waouh, ça doit vraiment être une existence tragique. Présenté par la People for the Ethical Treatment of Animals. Ne vous inquiétez pas si vous commencez à vous sentir mal en combattant des Pokémon. Pokémon Colosseum fait comme Kirby et montre que les méchants sont en fait des gentils contrôlés par un méchant. N'est-ce pas génial? On peut sauver les Pokémon en les battant presque jusqu'à la mort pour les ramener à la raison. Non, ça ne marche pas dans la vraie vie. Parfois, les mots sont inutiles. Assure-toi de prendre des billets pour Pokémon Live avec un Sacha, un Pierre et une Ondine clairement adultes, une Team Rocket qui remet en question ses choix de vie et un Pikachu qui, miraculeusement, a presque atteint la taille de Sacha. Oublie les combats Pokémon, Pikachu pourrait probablement mettre cette Team Rocket à terre sur un terrain de basket. Mais cette prochaine catégorie concerne les publicités qui dépassent toute logique, tout raisonnement et toute explication. Ce sont les publicités inexplicables. Travail dur, boîte spécialement marquée, évoque des souvenirs d'enfance comme peu d'autres. Dans cette publicité, on voit plusieurs enfants se faufiler dans un supermarché pour mettre la main sur de nouveaux Pop-Tarts avec des figurines de combat Pokémon à l'intérieur. Soyons directs, cette publicité encourage-t-elle le vol à l'étalage chez les enfants? Ou voulaient-ils juste se faufiler? Ils auraient pu simplement acheter les Pop-Tarts, non? Appuyez frénétiquement sur les boutons au sens propre. Pour une raison étrange, ce sensei entraîne son groupe d'enfants à marteler les boutons pour gagner un jeu de combat Pokémon ou quelque chose comme ça. C'est un concept amusant et il faut admettre que certains de ces jouets Pokémon japonais sont plutôt mignons, donc au moins on n'est pas encore dans les trucs dérangeants. J'ai parlé trop vite. En général, quand je joue aux jeux vidéo, j'aime ne pas ressentir une écrasante culpabilité et du désespoir. Pour cette raison, voir une pub où tous les Pokémon mignons et puissants se font littéralement écraser pour être condamnés à une servitude éternelle dans une Game Boy ne correspond tout simplement pas à nos valeurs. Je veux juste dire que tu as absolument visé juste à la personne qui a dit ça. C'est probablement la seule publicité montrant des Pokémon écrasés par du métal, n'est-ce pas, Sansman? Faux. Sérieusement, c'est la Team Rocket qui réalise toutes ces pubs.
Parce que ces Pokémon se font écraser et capturer bien plus souvent que ce à quoi je m'attendais. Cette pub te donne même un faux sentiment de sécurité, comme si tout allait bien alors que les Pokémon sont paisiblement debout dans un champ qui ressemble à celui des Télétubies. Tout se déroule normalement jusqu'à ce qu'un énorme morceau de métal les écrase brutalement. Pikachu est une menace. Pikachu est tout aussi emblématique que Pokémon lui-même, voire même plus. Il est tellement emblématique que même nous, on est presque tenté d'essayer cette édition jaune de Pokémon, présentée comme toi et Pikachu contre tout le monde. Bien sûr, c'est hilarant de voir Pikachu et un jeune homme travailler ensemble pour capturer littéralement chaque type de Pokémon dans la région connue. Mais quand on y pense, est-ce que Pikachu ne commet pas une sorte de haute trahison envers les Pokémon ? Il assiste astucieusement les humains à kidnapper tous les autres types de Pokémon. Il trahit les siens sans autre raison apparente que le simple plaisir de le faire. Derrière ce sourire adorable se cache une âme vraiment tourmentée. D'accord, celle-ci est vraiment inexplicable. Je comprends, le but c'est qu'ils sont tellement cool que tu ne peux pas les quitter des yeux, mais tu aurais pu mourir 3 fois au cours des dernières 10 minutes. Virginité, je te choisis. Cette publicité a une approche très similaire à la précédente. Pokémon Stadium 2 est imbattable quand tu y joues. Désolé, je ne peux pas reformuler ce texte qui contient des références sexuelles et de violations de domicile inappropriées. Mon seul choix de canon est Salamèche. Mais si tu trouvais que ces publicités étaient vraiment bizarres dans leur concept ou leur exécution, attends de ne même pas comprendre ce qu'ils disent. Voici les publicités japonaises inexplicables. J'adore cette publicité. Je n'ai aucune idée si cette pub fait la promotion d'un réveil, d'un jeu de tap-taupe ou d'une troisième chose. Mais je sais une chose, j'en veux un. Je viens de vérifier et il semble que ce soit une copie du jeu tap-taupe. Ça a l'air sympa, on va peut-être l'acheter. Il coûte 150 $ sur eBay, donc on laisse tomber finalement. Il y a plein de publicités japonaises pour les jouets Pokémon de Tomai, mais celle-ci se démarque vraiment par l'étrangeté du produit lui-même. Pourtant, c'est étonnamment charmant. Pas de légende pour celle-ci, le monteur peut en écrire une ou la laisser telle quelle pour un effet comique. Avec celle de Topiqueur, j'ai au moins compris ce qu'il vendait. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce un jeu de société avec une imitation effrayante de Kiss, rôdant autour d'enfants qui y jouent ? Dois-je avoir peur ? Et si c'est le cas, pourquoi ça marche aussi bien ? Même jeu, genre musical différent. Cette fois, au lieu d'être rejoints par des musiciens de métal, le fait que les enfants jouent à ce jeu quel qu'il soit pousse leur mère à se remémorer ses années de fête. Après qu'on lui ait montré un disque brillant, elle se remémore ses jours de gloire où elle faisait ça. Chatouillez-moi El Moki. Passons à des produits plus sains, comme cette adorable peluche Piplup parlante. Regardez-le simplement. Vous pouvez lui parler, le chatouiller, le persuader de foudroyer vos ennemis avec fureur, et plus encore. Les cartes animées de Ronald. Pour être honnête, le titre de cette vidéo m'a fait croire un instant qu'il s'agirait d'un tour de magie étrange, où les cartes bougeraient réellement, mais en réalité, ce ne sont que des cartes holographiques. Ces hologrammes sont très réalistes, même les enfants les imitent. La vie imite l'art, comme on dit. De plus, la présence de Wiplup garantit le succès de cette collaboration. 90% mignon, 10% horreur corporelle. Cette publicité pour le conglomérat japonais Hitachi semble plutôt mignonne. Admirez Pikachu et ses compagnons dansant joyeusement ensemble, ravis de propager le message positif de cette société. Ensuite, là, il y a les personnages humains. Le gars ressemble à l'enfant secret de Répare-le Félix et Lois Griffin, et la femme ressemble juste à un personnage de fond de Jimmy Neutron. Ce serait la petite publicité la plus mignonne sans ces humains, en image de synthèse, mais il fallait qu'ils existent. Pourquoi ne pas simplement intégrer leur version en prise de vue réelle sans toi là ? Ça aurait été bien moins dérangeant. Des Pokémon ont-ils été sacrifiés pour créer Mewtwo sans faiblesse ? Ce Pokémon légendaire est-il une allégorie de la bombe atomique ? La méga évolution vient-elle des vœux de Jirachi ? Les Pokémon légendaires sont souvent ceux entourés du plus grand mystère. Alors aujourd'hui, nous allons visiter chaque région du monde Pokémon pour explorer certaines des théories les plus intéressantes sur les Pokémon légendaires. Nous débuterons évidemment par la région où tout a commencé, Kanto. Métamorph est un clone raté de Mew, et on ne peut vraiment pas faire plus classique que ça. La théorie suggère qu'une seconde tentative de clonage de Mew a été faite après Mewtwo. Mais elle a échoué, donnant naissance à l'étrange petite créature métamorphe. Cela est appuyé par le fait qu'ils apprennent tous les deux la capacité morphing, et il faut aussi souligner qu'ils ont des couleurs normales similaires, ainsi que des couleurs chromatiques
identiques. Ils ont le même poids et ils sont tous les deux asexués. Et en plus de cela, Métamorph peut être trouvé dans le manoir Pokémon et la grotte azurée dans les jeux de Kanto. Le premier est l'endroit où Mewtwo a été créé, et le second est là où il s'est envolé par la suite. Je suppose que la partie malheureuse dans tout ça, c'est que cette théorie a été démentie par Junichi Masuda lors d'une interview en 2016, ce qui est en fait un peu décevant, parce que toutes ces preuves étaient vraiment convaincantes. Mewtwo est créé durant le voyage du joueur. La légende des théoriciens Pokémon, gardien d'oiseaux Toby, nous présente cette théorie. Et cette théorie affirme que Mewtwo était en train d'être créé par la Team Rocket pendant les événements des jeux de Kanto, et non avant. Comme nous le savons, il vole la capsule technique Tunnel à un homme à Azuria et cherchant des fossiles dans le mont Sélénite tout proche. La théorie dit ensuite que la Team Rocket a utilisé la capsule technique Tunnel pour creuser la grotte Azur afin de chercher plus de fossiles. C'est là qu'ils ont trouvé le fossile de Mew, à peu près au moment où le joueur choisit son Pokémon de départ. Plus tard, ils créeraient Mewtwo dans le manoir Pokémon abandonné le 6 février. Le journal ne mentionne pas l'année de publication. C'est l'année où le joueur commence son aventure, avec le 6 février comme jour de départ. Les rencontres avec la Team Rocket servent de diversion pour le projet Mewtwo tout au long du jeu. C'est ainsi que Mewtwo s'est retrouvé à s'échapper dans la grotte azurée initialement. Le fossile de Mew a été trouvé à cet endroit. La Team Rocket a capturé ou éliminé les Pokémon de type Ténèbres de Kanto pour minimiser les faiblesses de Mewtwo. Cette théorie plutôt sombre a été proposée par l'utilisateur Reddit Castacid 812, et elle explique pourquoi il n'y a pas de type Ténèbres à Kanto dans la première génération. Pour rendre Mewtwo aussi puissant que possible, la Team Rocket a tué ou capturé tous les autres Pokémon. Bien qu'il y ait le type Spectre, dans la première génération, Mewtwo y est immunisé. De plus, les attaques de type Insecte sont inefficaces, et principalement sur des Pokémon que Mewtwo pourrait vaincre facilement. Ténèbres est le seul type fort contre le type Psy qui n'est pas disponible. Dans la deuxième génération, on voit soudainement des Pokémon de type Ténèbres sauvages, comme Malos et Cornèbre, à Kanto et dans les équipes des admins de la Team Rocket. Il faut l'admettre, c'est suspect. La Team Rocket les aurait-elle relâchés? Qui sait? Mais pour l'instant, allons faire un tour à Johto. Les bêtes légendaires sont originaires des 3 premières évolutions d'Evoli. Comme nous le savons, Ho-Oh a ressuscité 3 Pokémon qui ont péri dans un incendie à la Tour Cendrée. Ils sont devenus les bêtes légendaires, Raikou, Entei et Suicune. Mais comme l'a souligné Bonsweet sur les forums de Poké Community, plusieurs éléments soutiennent que les Pokémon qui sont morts étaient les 3 premières évolutions d'Evoli. Aquali, Voltali et Pyroli. Le premier facteur, le plus évident, est qu'ils ont les mêmes types et couleurs similaires. Deuxièmement, les capacités normales des évolutions d'Evoli sont Absorbe Eau pour Aquali, Absorbe Volt pour Voltali et Torche pour Pyroli. Cela correspond au talent caché de leur équivalent des générations 5 et 6. Voltali et Raikou sont rapides avec une bonne attaque spéciale, Pyroli et Entei ont une attaque décente, tandis que Aquali et Suicune sont robustes. Un autre détail à noter, probablement une coïncidence, est que les filles Skimono, le groupe de dresseuses utilisant les évolutions d'Evoli contre le joueur, résidant à Rosalia, là où se trouve la Tour Cendrée. Mais si jamais les bêtes légendaires ne venaient pas des évolutions d'Evoli? Le Pokétuber Not So Ace Trainer avance l'argument que les 3 Pokémon morts dans la Tour Cendrée n'étaient pas les évolutions d'Evoli, mais simplement 3 Evoli. Il explique comment les bêtes légendaires ont été créées à partir des représentations des éléments de l'événement tragique. Raikou représente la foudre qui a frappé la tour, Entei les flammes qui se sont propagées, et Suicune, la pluie qui les a éteintes. Avec cela en tête, quelques entrées du Pokédex d'Evoli sont mentionnées, qui indiquent qu'il possède un acide désoxyribonucléique instable et qu'il s'adapte à des environnements difficiles en évoluant. Avec autant d'électricité, de feu et d'eau, ces Evoli pourraient-ils évoluer en quelque chose de bien plus grand que d'habitude? Les bêtes, peut-être? Ho-Oh était à l'origine un pharaon. Le youtubeur Proto Mario commence cette théorie en évoquant l'inspiration de Ho-Oh, le phénix. Un oiseau dans la mythologie grecque est né en renaissant des cendres d'un oiseau mort dans les flammes. Il en conclut que Ho-Oh est ressuscité des cendres d'un fourreau, a été englouti par les flammes et est mort. Cela est confirmé par leur crête sur la tête, leur long bec ainsi que leur structure corporelle, serre, plumes de queue et d'ailes similaires. Mais passons maintenant à la région de la 3e génération. Ensuite, c'est au tour de Ho-On. Les 3 Régis originaux incarnent les survivants de la Seconde Guerre mondiale. Une théorie populaire parmi la communauté de fans japonaise affirme que Regirock, Régis et Registel représentent les survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout d'abord, Oen est inspiré de l'île japonaise de Kyushu, qui est l'endroit où se trouve Nagasaki. Les zones où l'on trouve les Régis dans les jeux semblent correspondre à des lieux réels de Kyushu. Régis à Nagasaki mentionné précédemment, où la première bombe atomique a été larguée, Régis-t-il à Miyazaki et Régirock à Oita. Ces deux villes avaient aussi d'importantes bases militaires, lourdement bombardées par les États-Unis. La théorie poursuit en disant que Relicanth et Wailord, les deux Pokémon nécessaires pour attraper les Régis, ressemblent un peu aux formes de Little Boy et Fatman, les deux bombes atomiques. L'un des messages en braille dans la chambre scellée mentionne que des gens y vivaient autrefois, suggérant que c'était un abri pendant les bombardements. Ensuite, dans la 4e génération, l'emplacement de Regigigas dans le temple de Frimapic reflète celui de Wakanae à Hokkaido, où se trouve le monument de la paix et le mémorial de la marine Soya Kaiko. Pour couronner cette théorie, les 3 Régis et les origines du trio des climats connaissent tous la capacité explosion. Certains posts Reddit désormais supprimés ont évoqué la théorie selon laquelle Kyogre, Groudon et Rayquaza étaient autrefois respectivement un Wailord, un Galeking et un Léviator. Leur raisonnement est que dans la 3e génération, Kyogre et Wailord étaient les seuls Pokémon à apprendre au revoir, et qu'ils partagent le même schéma de couleurs en forme normale et chromatique. Pendant ce temps, Galeking vit dans les montagnes et Groudon est réveillé au mont Chimney. La lignée évolutive de Galeking se nourrit de minerais souterrains et Groudon est de type sol. Ensuite, un méga Galeking a des pointes sur son corps et Groudon en a des similaires sur sa queue. De plus, chacun possède 3 griffes par pied. Quant aux derniers membres du trio, Léviator et Rayquaza n'ont pas beaucoup de différence en termes de taille et de poids, mesurant respectivement 6,50 m et 235 kg, et 7 mètres et 185 kg. Les deux sont de type vol, et même si Léviator n'est pas un dragon, des dresseurs de type dragon comme Claire et Peter l'ont utilisé dans leurs équipes. Se pourrait-il qu'un phénomène étrange ait transformé ces Pokémon en une toute nouvelle espèce? Jirachi a offert à Rayquaza le pouvoir de la méga-évolution. L'utilisateur Reddit Flarstorm 88 soutient que lorsque le peuple draconide a souhaité que Rayquaza les protège et mette fin au combat entre Groudon et Kyogre, c'est Jirachi qui a exaucé leur vœu en donnant à Rayquaza la capacité de méga-évoluer. Cela est appuyé par certaines entrées du Pokédex de Jirachi, qui indiquent qu'il exauce n'importe quel vœu pendant 1 semaine tous les 1000 ans. Et, Kyogre et Groudon se battent tous les 1000 ans et Jirachi exauce des vœux, donc voilà. Deoxys et Pokerus sont liés. Les Pokétubeurs, Hybrid Hero et Azimitsu mentionnent que Deoxys a été formé à partir de la mutation de l'acide désoxyribonucléique d'un virus spatial, selon plusieurs de ses entrées dans le Pokédex. Pokerus, un virus rare, permet à un Pokémon infecté de gagner le double d'effort values après avoir vaincu un adversaire. Certains avancent qu'une partie du virus spatial contenu dans la météorite tombée sur Terre aurait pu s'en échapper et devenir Pokerus. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, car Deoxys et Pokerus mettent tous deux l'accent sur les statistiques. Pokerus double les efforts value, tandis que Deoxys a différentes formes augmentant l'une de ses statistiques. De plus, lorsqu'un Pokémon est infecté par Pokerus, il obtient une icône violette pour l'indiquer, et Deoxys possède un noyau violet. De plus, les couleurs habituelles de Deoxys sont le rouge et le bleu, qui forment du violet, et sa version chromatique est jaune, la même couleur que le symbole indiquant qu'un Pokémon est guéri du Pokerus. Passons à la région la plus axée sur le lore. Sinnoh doit avoir de bonnes théories. Les gardiens des lacs sont liés au trio Tao d'Unis. Ancient Skull Kid sur Tumblr propose l'idée que lorsque le dragon originel s'est séparé en Reshiram, Zekrom et Kurem, les gardiens des lacs, Yuxi, Créfade et Azelf, ont aidé à les influencer. Yuxi, représentant la connaissance, a peut-être aidé Reshiram à devenir la légende de la vérité, car ils sont similaires en théorie. Créfade, qui représente l'émotion, aurait pu aider Zekrom à devenir la légende des idéaux, car les gens forment leurs idéaux à partir de leurs sentiments. Créelf, représentant la volonté, aurait pu aider Hiram à équilibrer vérité et idéaux, la vérité reposant sur la volonté. Et en bonus, le théoricien propose également que les gardiens des lacs soient liés à Zarbi. Créfolé est lié aux lettres, qui servent à communiquer le savoir, Créelf au point d'interrogation, qui sert à poser des questions sur ce que l'on souhaite, et Créfade au point d'exclamation, qui sert à exprimer de fortes émotions. Giratina était censé calmer Dialga et Palkia. Une théorie qui circule sur Reddit évoque comment Giratina a été banni dans le monde Distorsion par Arceus pour ses actions violentes, mais souligne qu'il est souvent gentil, calme et agit comme un protecteur. L'utilisateur Reddit Loshi, O1, propose que Giratina ait été initialement créé pour remplir un rôle similaire à celui de Rayquaza,
c'est-à-dire calmer Dialga et Palkia si un combat violent éclatait entre eux. On sait que mais quels étaient ces actes de violence qui ont conduit à son bannissement? Dialga et Palkia ont peut-être eu un jour un combat si violent que Giratina a pensé qu'il vaudrait mieux les tuer tous les deux pour éviter d'autres destructions. Ce bannissement a alors poussé Arceus à confier le rôle de contrôler Dialga et Palkia aux gardiens des lacs, qui le ferait en utilisant la chaîne rouge. Et puisque Giratina est capable de quitter le monde Distorsion et a déjà empêché un duo d'être blessé, comme lorsqu'il a arrêté Cyrus dans Pokémon Platine, il a peut-être compris depuis à quel point le rôle de ce duo est important dans le monde des Pokémon. Pourquoi Regigigas a-t-il créé les Régis? Gabriel Duenas sur Reddit a proposé la théorie que lorsque les gens ont vu Regigigas déplacer les continents et ont constaté sa puissance phénoménale, ils ont commencé à l'adorer et à le considérer comme un protecteur. Cependant, Regigigas ne pouvait pas assumer la tâche de devenir un gardien, car déplacer les continents l'épuisait énormément, ce qui est franchement compréhensible. Pour rendre les gens heureux, il a créé Regirock, Régis et Régistel pour qu'ils se sentent en sécurité, puis il est parti se reposer. Le théoricien raconte que Regigigas, sur le point de se reposer, a appris que le dragon originel de Galar s'est divisé et a volé vers Unis. Il est allé à Galar, craignant un déséquilibre. Avec la chair du dragon originel, il a créé la tête de Regidrago mais n'a pu l'achever. Il a également créé Regieleki à partir du plasma du dragon originel, mais avant de pouvoir lui donner un corps, il s'est affaibli et évanoui, provoquant le chaos de ses créations dans le monde Pokémon. Les gens ont alors commencé à craindre Regigigas, ne comprenant pas ce qu'il essayait de faire, et l'ont scellé avec les autres Régis. Sa faiblesse prolongée lui a conféré la capacité début calme. Il est désormais temps pour lui de quitter le Japon pour la première fois. En arrivant à Unis, les lames de la justice viennent à l'origine de Kalos. Comme nous le savons, certains aspects de Pokémon reflètent le monde réel. L'utilisateur Edit69 Kuda souligne que Kalos est basé sur la France et Unis sur les États-Unis. Cobalion Terrakium et Viridium, les lames de la justice inspirées des Trois Mousquetaires, une histoire française pourrait-il provenir à l'origine de Kalos? Mais si c'est le cas, comment ont-ils fini à Unis? Le théoricien souligne que l'histoire d'Unis mentionne une guerre au cours de laquelle des humains ont provoqué un incendie de forêt. Les lames de la justice sont intervenues et ont sauvé autant de Pokémon qu'ils ont pu, puis se sont cachés par la suite. Leur théorie est que cette guerre reflète la véritable guerre de la conquête, un conflit qui s'est terminé par la cession par les Français d'une partie de leur territoire en Amérique aux Britanniques. Dans la version Pokémon, lorsque Kalos a colonisé Unis, ils ont emmené les lames de la justice avec eux, et lorsque la guerre a pris fin, le trio est simplement resté à Unis après s'être caché. Le dragon originel représente les rêves. Cette théorie expose ce que nous savons sur le trio Tao. Reshiram incarne la vérité, Zekrom les idéaux et Kyurem le vide. De plus, dans la version noire, l'ancien est rejeté au profit du nouveau, et c'est l'inverse dans la version blanche. Et une partie du nom de Kyurem vient du mot « rien ». Selon les théoriciens, les rêves sont essentiels dans la 5e génération, avec notamment le monde des rêves et le radar à rêves. Avec tout cela en tête, le dragon originel doit représenter quelque chose qui se contredit lui-même. Zekrom et Reshiram ont besoin de l'aura humaine pour revivre. Les rêves étant parfois inaccessibles, c'est le seul instant où vérité et idéaux coexistent. En somme, le dragon originel symbolise les rêves et les ambitions. Victini représente une bombe atomique. Le nom de Victini proviendrait des mots Tiny et Victory. Son entrée dans le Pokédex indique qu'il génère une énergie illimitée dans son corps et la relâche. Cette énergie illimitée pourrait faire référence à la puissance d'une bombe atomique et le type feu de Victini pourrait faire référence aux conséquences de l'explosion de la bombe. Comme mentionné dans la théorie sur les Régis de la section ON, les États-Unis ont largué 2 bombes nucléaires sur le Japon, dont l'une nommée Little Boy. Eh bien, Unis est basé sur les États-Unis et Victini était vraiment un petit garçon. Victini fait aussi le signe de la victoire avec ses mains, un geste utilisé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'ennemi était vaincu. De plus, l'attaque Créaflamme est un V enflammé, ressemblant un peu à une flèche pointant vers le bas, et la capacité de Victini, victorieux, augmente la précision. Mais passons maintenant aux premières régions inspirées de l'Europe. Passons à Kalos. Yveltal n'est pas maléfique. Vous pensez sûrement tous que Yveltal est le Pokémon de la destruction et que le mal fait littéralement partie de son nom. Mais l'utilisateur Reddit Kakyoin Crusader n'est pas vraiment d'accord avec ce sentiment commun. Ils font référence au film Diancie est le cocon de la destruction, où Yveltal a été dérangé dans son sommeil, dans son cocon, et c'est ce qui l'a poussé à tout détruire sur son passage. Nous savons tous que le canon de l'anime est complètement séparé de celui du jeu, mais cela reste valable.
Le théoricien suggère qu'Yveltal n'a pas choisi son pouvoir de destruction, mais qu'il est né avec, ce qui en fait une malédiction. En gros, il ne veut pas tuer, mais il y est obligé à cause de ce avec quoi il est né. Pour enfoncer le clou, il a passé toute sa vie seul dans son cocon, ce qui l'a rendu aveugle à cause de l'obscurité. Carbink se transforme en Diancie sous pression. Tu t'es déjà demandé pourquoi Carbink n'évolue pas en Diancie? Après tout, les deux sont presque identiques. L'utilisateur Reddit Blue Boy Smash a une théorie sur la véritable relation entre les deux. Selon le Pokédex, Diancie est une mutation soudaine de Stracy, poussant ce théoricien à se tourner vers la géologie. Ils expliquent mais que les diamants sont des roches formées sous la compression des atomes de carbone et que les diamants de Stracy sont bleus. Cette corrélation se produit quand les diamants sont infusés de bore pendant leur formation. Cependant, Diancie possède des diamants roses, et cette coloration apparaît lorsqu'il est exposé à une chaleur et une pression extrêmes après sa formation. Donc avec tout cela en tête, Stracy pourrait se transformer en Diancie lorsqu'il est exposé à une source de stress extrêmement douloureuse, comme s'il était écrasé, ou pas sauve des Pokémon légendaires d'une destruction certaine. Yamfromarsama sur Reddit évoque comment, dans Rubis Omega et Saphir Alpha, des Pokémon, y compris des légendaires, provenant d'autres régions peuvent être trouvés dans les lieux mirages et comment Hoopa en est responsable. Cependant, Hoopa ne les transporte pas à Kohen par malveillance, mais pour protéger leur région d'une destruction causée par une météorite imminente. Dans l'épisode Delta, Xenia explique qu'il existe une seconde région de Hoenn, et qu'elle serait détruite par la météorite puisque la méga-évolution n'y existe pas, car Mega Rayquaza est le seul capable de l'arrêter. La théorie suggère également que, puisque les Pokémon légendaires utilisaient les versions originales des thèmes de combat de leurs jeux respectifs, Hoopa a dû les transporter depuis leur région d'origine, ce qui ramène cette théorie à son point de départ. Mais il est temps de profiter de la brise tropicale et de s'amuser au soleil, car Alola arrive bientôt. Le 18e souvenir. Comme l'a souligné Spider-Man Electric sur Reddit, le projet original Type, Full de la Fondation Ether, s'appelait Type Full dans le but de recréer Arceus et sa capacité à changer de type grâce à ses différentes plaques. Les fichiers supprimés de Type Full mentionnent que le test factice du programme système ARK est terminé. Le type indien a été modifié avec succès grâce aux 18 souvenirs spéciaux. La transplantation du programme système ARK et vers les modèles est en cours. Le nom officiel du BK a été fixé comme Type Full. Remarquez que 18 souvenirs sont mentionnés alors que dans le jeu, il n'y en a que 17 pour tous, sauf le normal. Cela suggère qu'il existe un 18e souvenir normal à découvrir pour que Silvally puisse l'utiliser. Comment Lily porte Cosmoem dans son sac? En jouant au jeu de la 7e génération, nous nous sommes probablement tous demandé comment Lily pouvait porter Cosmoem dans ce sac sans s'effondrer. Après tout, il est à égalité pour le Pokémon le plus lourd avec 1000 kg. Le Pokétuber Gator Axe évoque le fait que le Cosmoem flottant pourrait être capable de ressentir les mouvements de Lily et de se maintenir au centre de son sac en permanence afin de ne pas la faire tomber. Cependant, il s'agit essentiellement d'un cocon qui peut à peine bouger, donc cela pourrait simplement être un autre cas où la taille des Pokémon ne veut rien dire. Par exemple, comment expliquer autrement que Wailord rétrécit lorsqu'on l'envoie au combat? Bon, la dernière théorie n'était pas la meilleure, alors finissons Alola avec quelque chose de plus solide. Majorna et Spiritomb sont liés. Gafakex de Reddit fait le lien que Majorna et Spiritomb sont tous deux faits à partir d'âmes. Majorna avec son cœur d'âme et Spiritomb avec ses 108 âmes. Il mentionne aussi que les âmes qui composent Spiritomb ont été liées aussi à la pierre étrange il y a 500 ans, tout comme la création de Majorna. Spiritomb a encore plus de liens avec le nombre 108, notamment parce que ses deux statistiques non défensives sont de 108, son poids est de 108 kg, et son numéro dans le Pokédex de Sinnoh est 108. En revanche, le numéro de Majorna dans le Pokédex est 801, l'inverse exact de 108 en carte. Cela dit, cette théorie suggère soit que Spiritomb a inspiré la création de Majorna, soit que le créateur de Majorna a collecté une partie de l'énergie d'âme de Spiritomb pour créer le cœur d'âme. Mais passons à notre avant-dernière région, la 8e génération, Galar, les origines de Zocian et Zamazenta. Luigi12 sur Reddit mentionne que l'épée de Zocian s'appelle l'épée du roi des fées. Mais qui était exactement le roi des fées? Bien que n'étant pas une fée, Calyrex ressemble beaucoup à une et c'est un roi. Selon ce théoricien, Calyrex aurait donné son épée à Zocian. Zamazenta, quant à lui, est appelé le bouclier du maître du vol. Et si Urshifu était le maître du combat qui l'a entraîné? Après tout, Urshifu est un combattant très talentueux qui peut maîtriser deux styles de combat différents. Et l'animation de l'attaque, Assaut des Titans, montre Zamazenta fonçant en avant, un peu comme le coup obscur d'Urshifu point final.
Eternatus est lié aux ultra-chimères. Proposée par le Redditor Chaussettes Alcooliques, cette théorie avance que, tout comme les ultra-chimères, Eternatus ne vient pas du monde des Pokémon, puisqu'il est arrivé par une météorite. Ensuite, le phénomène Dynamax à Galar est apparu après qu'il ait été vaincu par Zacian et Zamazenta, ce qui a provoqué une fuite de son énergie. La partie suivante de la théorie nous emmène à Alola, où l'on s'intéresse aux Pokémon dominants, qui sont devenus plus grands que les autres Pokémon de leur espèce après avoir été exposés à l'énergie des ultra-brèches. Comme l'énergie Dynamax et celle des ultra-brèches peuvent rendre les Pokémon plus grands, il est donc facile de les lier à Eternatus. Surtout quand on prend en compte le fait que Necrozma et Cosmog, deux autres Pokémon qui ne sont pas des ultra-chimères, ont eux aussi des liens avec les ultra-brèches. Blizzval et Spectreval étaient un seul Pokémon. Cette théorie nous rappelle que dans les Terres Couronnes, le joueur doit choisir entre Blizzval ou Spectreval pour devenir la monture de Silveroy. Mais si les deux chevaux n'avaient autrefois été qu'un seul Pokémon, selon la théorie, Silveroy est venu apprivoiser ce Pokémon et l'a utilisé comme monture. Quand la Couronneige a regelé, Silveroy affaibli a dû abandonner le cheval. Incapable de survivre seul, le cheval est mort. Glastrier s'est formé à partir de son corps, gelé, et Spectrier à partir de son esprit. Mais passons à notre dernière région et parlons de Paldea. Mademoiselle Rayford a de mauvaises intentions. Cette théorie n'est que partiellement liée aux Pokémon légendaires, mais reste intéressante. Celle-ci suggère que Mademoiselle Rayford, la professeure d'histoire de l'Académie qui envoie le joueur à la recherche des trésors du fléau, a en réalité des intentions sinistres ou était une antagoniste abandonnée. Pour appuyer cela, elle donne au joueur la capsule technique Machination, lorsqu'il capture les trésors du fléau. Et son dialogue indique qu'elle voulait les chercher elle-même, mais qu'elle n'a réussi à les obtenir que parce qu'elle a envoyé le joueur, quelqu'un au cœur pur. Terrapagos transforme les rêves en réalité. Une autre théorie qui est devenue assez virale est donc que les Pokémon Paradox viennent des rêves plutôt que du passé ou du futur, et que Terrapagos est celui qui les fait devenir réalité. Une image du Dream World de la 5e génération, présentant une scène encadrée de nuages comme l'écran de démarrage d'Écarlate et Violette, soutient cette idée. Cela nous amène à la conclusion que les Pokémon Paradox sont amenés dans le monde réel depuis le Dream World. Un autre élément qui vient appuyer cela est le fait qu'il a également été démontré qu'il peut projeter dans le passé en reliant les rêves des Pokémon et des humains. Que vous adhériez ou non à cette théorie, on peut certainement se réjouir avec cet utilisateur de Reddit de voir Trioxydre heureux près de l'arc-en-ciel. Le joueur en tant que Coraidon ou Miraidon est Heath Cyclizar. Selon la théorie de l'utilisateur Reddit Turozekin, les Pokémon Paradox proviennent d'une ligne temporelle alternative. Ce sont des Pokémon ordinaires exposés à des écailles mystérieuses qui arrivent ensuite dans notre ligne temporelle grâce à la machine à voyager dans le temps de Sata ou Turo. Cela dit, Heath Cyclizar aurait pu être l'un de ces Pokémon qui se sont transformés en Coraidon ou Miraidon utilisés par le joueur. Cela est appuyé par le fait que le dragon du joueur est amical, contrairement à celui qui a tué le professeur. C'est le seul qui peut être monté, il ne se bat pas avant la fin du jeu, et son stéréotype est limité au type dragon, tout comme un Cyclizar ordinaire. Des flirts étranges et sans fin de pierre, à ce moment où James de la Team Rocket a eu une poitrine gonflable, jusqu'à détective Pikachu qui s'est fait mettre un doigt dans le... Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Le monde de Pokémon est en réalité rempli d'humour pour adultes, et voici les blagues pour adultes de la franchise Pokémon, de la plus soft à la plus osée. Mais on ne peut pas parler de la franchise Pokémon sans parler des jeux à des années-lumière de Pierre. Un dresseur dans la 3e génération fait remarquer que vous êtes à des années-lumière de battre Pierre. Mais après sa défaite prouvant son erreur, il précise que les années-lumière mesurent une distance, pas une durée. Quoi qu'il en soit, ça va prendre du temps. La distance est d'environ 6000 milliards de kilomètres. Tu t'es encore plus trompé. Entraîne-toi à la logique de base. Seul le meilleur air pour nos citoyens. Dans l'une des nombreuses remarques maladroitement formulées des personnages non-joueurs dans la série, Gen 3 voit un gamin dire que l'air de la région de Hoenn est, je cite, « savoureux ». De nos jours, tout endroit peu pollué est un vrai plaisir. L'objectivation des Pokémon, et non pas de ce genre-là. Je parle du PC, là où tu peux stocker des Pokémon pour libérer de l'espace dans ton inventaire. C'est comme une banque, cette grande entreprise qui garde ton argent dans des coffres. C'est vrai, quand je cherche quelqu'un pour garder mes animaux, je ne pense pas vraiment à ma banque locale. Et les Pokémon, qu'en pensent-ils ? Genre, allez Pikachu, c'est l'heure d'aller chez Wells Fargo. Je reviendrai dans quelques jours, ou dans quelques mois, ou quand j'en aurai envie. Problème de Poké-Argent, n'est-ce pas génial quand tes jeux préférés incluent des problèmes d'argent, juste pour te rappeler que rien n'est parfait ?
Eh bien, dans la première génération, il y a un gars qui essaye de te vendre un vélo pour 1 million de Poké-dollars, ce qui, si on suppose que c'est basé sur le yen japonais, fait quand même plus de 6000 dollars. À ce prix-là, je vais devoir appeler mon pote qui est expert en vélo. Le moyen principal d'obtenir le rare Porygon est de jouer au jeu d'argent au casino de Céladopol, géré par la Team Rocket. Voler les Pokémon des gens pour les offrir en lot aux enfants qui gagnent des jeux, c'est diabolique. Honnêtement, il faut quand même respecter leur acharnement ici. Les douleurs de croissance de Nosferalto, les sprites de la première génération étaient assez inégaux. Pour chaque vrai plaisir comme le bon vieux Pikachu dodu, ou Chunkachu comme beaucoup d'entre nous l'appellent, il y a une créature démoniaque comme Nosferalto qui tu sais à quoi ça ressemble? Ça rappelle le même de Samy. Si je l'ai vu, toi aussi, c'est plus de 9000. Pokémon XY et Sikan fait référence à un moment emblématique de Dragon Ball Z lorsqu'un personnage non-joueur te complimente, en disant que la puissance de ton Pokémon doit sûrement dépasser les 9000. On dirait que tu as plus de rivaux, Vegeta. Le puceau de l'armement nucléaire contre le Tchad des Pokémon criminels de guerre. Le champion d'arène de Carmin-sur-Mer, le lieutenant Surge, remarque que les Pokémon électriques lui ont sauvé la vie pendant la guerre en paralysant ses ennemis. Bravo Pikachu, mais allons-nous ignorer le fait qu'il ait dit que les Pokémon sont utilisés comme armes de guerre? Sont-ils des armes ou des vétérans? Reçoivent-ils des médailles? Ça ouvre vraiment beaucoup de questions gênantes. Tout est sifflement, gaz moutarde, Voltorb, kamikaze, les possibilités infinies de la façon dont les types de Spectre et Psy pourraient complètement changer l'état de la guerre moderne. Si un pays capture un légendaire, est-ce que c'est un événement du niveau d'Oppenheimer? Mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Je n'aime rien de tout ça, l'Avant-Ville. Peut-être l'un des exemples les plus célèbres de faits insolites effrayants dans le jeu vidéo est l'Avant-Ville dans Pokémon. La musique extrêmement dérangeante et les personnages non-joueurs effrayants qui parlent de mains fantomatiques et te demandent ton sang, c'est déjà quelque chose. Bon, techniquement 2 choses, mais le fait que tu affrontes réellement des fantômes ici rend l'ambiance encore plus inquiétante. C'était une autre époque. Parfois, les mamans passent tellement de temps à cuisiner dans la cuisine pour leurs enfants affamés qu'on pourrait dire qu'elles y vivent pratiquement. En fait, la mère de Red habite juste là-bas. Sérieusement, les seules 2 pièces ou même portes dans sa maison sont celles de sa chambre et de la cuisine. Évidemment, de nombreuses femmes au foyer passent beaucoup de temps en cuisine, peut-être, mais là, c'est exagéré. Voici votre cerveau sous caféine. Tu te souviens de ce vieux monsieur bizarre qui t'empêche de quitter Jadiel trop tôt? D'abord, qui crois-tu parler? Sa petite fille souligne alors qu'il n'a pas encore pris son café. Je ne sais pas pour toi, mais d'ordinaire, mon premier café ne me pousse pas à m'étendre au sol tandis que des enfants s'éloignent de la ville. La suprématie des shorts? Les enfants disent parfois des choses qui semblent mauvaises hors contexte, et il faut simplement s'abstenir de réagir. C'est exactement ce qui se passe dans la région de Kanto, où 2 enfants se présentent en disant à quel point ils aiment porter des shorts et à quel point ils n'aiment pas quand tu n'en portes pas. Attention, dans l'univers Pokémon, tous ne sont pas intéressés par le fait de regarder des animaux se battre violemment entre eux. Dans les jeux de la première génération, un vieil homme épie une salle de sport pour femmes et en fait l'éloge simplement parce qu'il y a beaucoup de femmes à l'intérieur. Tu sais, dans la salle de sport des femmes, quelqu'un devrait appeler l'agent de génie. Blue a commis une agression. C'est super efficace, surtout dans une scène où il se trouve à la tour Pokémon, un endroit où les gens vont pour pleurer leurs Pokémon morts. Là, il te voit et commente immédiatement que tes Pokémon ne sont pas morts et qu'il peut au moins les mettre knock-out pour toi. Il est facile de rejeter cela, mais peut-être que Blue gère son chagrin d'une manière vraiment étrange. Cependant, ce n'est pas le moment, mec. Restez calme, président. Vous pourriez rencontrer le président lors de votre visite au club des fans de Pokémon. Il aime tellement son Galopa que la simple pensée de lui donne carrément une attaque, jusqu'à ce qu'il ait fini d'en parler. C'est encore plus étrange quand on considère que, lorsqu'il ne parle pas de Galopa, il est parfaitement cohérent. Je suppose que tout le monde a ce béguin qui lui fait perdre la capacité de former des phrases correctes. C'est juste que ça ne devrait pas être un fichu cheval, quand même. Certains Pokémon comme Kangourex sont de très mauvais parents. Ce Pokémon qui ressemble à un kangourou porte un petit bébé dans sa poche et son entrée dans le Pokédex jaune indique qu'il ne fuira aucun combat pour protéger son petit. Avoir de la fierté dans sa force, c'est une chose, mais laisser son bébé servir de bouclier de chair involontaire, c'est vraiment bas. Vacances que décevantes, lorsque vous entrez dans l'hôtel de Céladopol, vous trouverez 3 personnes à l'intérieur, dont un frère et une sœur, cette dernière étant ravie de passer des vacances avec ses 2 personnes préférées. La 3e personne est son petit ami, à qui on n'avait pas dit à l'avance que son frère viendrait aussi.
Franchement, c'est le genre de choses qu'on devrait dire à son partenaire à l'avance. Un vrai gourmet. N'oublie pas, la formulation est primordiale. Par exemple, la phrase du professeur Chen « Je suis venu quand j'ai entendu que tu avais battu le Conseil 4 » a un double sens très douteux. C'est devenu un mème depuis les tout débuts de la culture des mèmes. Certes, ce n'était pas voulu, mais on ne peut nier que c'est bizarre qu'il soit arrivé si rapidement après ta victoire. Comme s'il avait tout surveillé depuis le départ. Le meilleur complice. Quand Shona commente à quel point elle est excitée de regarder les feux d'artifice avec un garçon pour la première fois. Le majordome le suit et lui offre un présent. Ce cadeau est l'objet pour la capacité abri. Et je n'arrive pas à décider s'il est vraiment sympa, un peu bizarre, ou les deux pour avoir fait ça. Professeur Kinkukui. Quand le professeur Kinkukui entraîne ses Pokémon, il aurait été très facile de commencer la cinématique en montrant cet entraînement. À la place, peut-être on voit l'extérieur de sa maison, avec lui qui dit à ses élèves de tout donner, et que son corps est prêt. Il doit bien y avoir une loi contre ça, non? Il y en a sûrement une contre ça. Les scènes de la grande roue dans Pokémon Noir et Blanc sont assez mitigées, littéralement. Certaines sont touchantes et mignonnes, comme faire un tour avec une femme seule et anxieuse qui a juste besoin de compagnie. Parfois, vous pourriez croiser un vieux randonneur louche vous demandant si vous avez déjà eu un amoureux. C'est quoi ce délire? De toute façon, vous en aurez sûrement un en prison. Le combat de Duff et Edna. Regardez ces deux jeunes amoureux. Les Pokémon qu'ils choisissent représentent leur amour. L'un d'eux est un Onix long et dur, et l'autre est un Cloyster. Ces dresseurs sont très jeunes, vous en êtes conscient? Ces descriptions deviennent vraiment illégales. Qu'est-ce que tu fais, Step Onix? Dans un jeu, vous trouverez une dresseuse qui dit qu'elle aime, je cite, « les très grosses choses ». Et si tu lui montres Onix, elle est stupéfaite et fait remarquer à quel point ce serait amusant de monter sur ce gros rocher dur. D'accord, qui, chez Pokémon Équipe, a un énorme béguin bizarre pour Onix? Un secret féminin, tu te rappelles notre discussion sur la zone grise morale de garder des Pokémon dans des banques au début de cette section. Eh ben, ça pourrait être pire. Lorsqu'on lui demande où elle garde ses Pokéballs, étant donné qu'elle porte un bikini, elle répond malicieusement que c'est un secret de femme. Avec une insistance sur le ton espiègle, Colossinge dans Poképark. L'aventure de Pikachu, Colossinge dit qu'il a appris que de faire. Le problème, il n'a pas de queue, ce n'est pas une anecdote obscure. Il te le rappelle vraiment, et non Colossinge, je ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Mais je vais te féliciter d'avoir surmonté ton diagnostic de trouble du comportement alimentaire. Félicitations champion, parlons maintenant de l'anime Pokémon. Et honnêtement, l'humour adulte caché ici passe vraiment à un niveau supérieur. Certaines blagues dans les animes japonais originaux n'auraient aucun sens pour le spectateur occidental moyen en raison des barrières linguistiques et des différences culturelles. Dans le premier épisode de Pokémon, la scène où Sacha demande à Pikachu d'ouvrir la bouche et de dire ce qui ne va pas était à l'origine une demande d'écouter son histoire, en utilisant le mot japonais Hanashi. Pikachu a mal compris Hanashi comme signifiant sans dents. Alors il a prouvé à Sacha qu'il avait tort en lui montrant ses jolies dents blanches. Dans l'épisode 9, l'album de fin d'année de Joe montre qu'il a dessiné un parapluie d'amour sous une photo de Gisèle, ce qui revient à dessiner des cœurs autour de la personne qu'on aime à l'école. Dans l'épisode 12, la Team Carapuce est habillée en tenue de pompier de l'époque Edo, une époque où les villages en bois avaient leurs propres pompiers communautaires. Et enfin, dans les paroles de la chanson thème originale japonaise, Sacha confirme qu'il va attraper tous les Pokémon, que ce soit par le feu, l'eau, l'herbe ou même sous la jupe de cette fille. C'est vraiment dans la chanson thème japonaise? Une bonne. Les doublages de 4Kids ont une réputation singulière, pour dire le moins. Mais l'ajout le plus étrange doit être cette blague récurrente où la mère de Sacha lui rappelle de porter son sous-vêtement ou de le nettoyer. N'oublie pas de changer de sous-vêtements. Ce qui soulève la question, est-ce vraiment un problème qu'il a? Sacha et Pierre doivent se détendre. Peu de trios animés sont aussi emblématiques que Pierre, en plus Sacha, et Ondine. Mais en y repensant, la façon dont elle est traitée ferait parfois sourciller. Dans un épisode, Sacha la compare à un Snubbull en particulier parce que, comme elle, c'est une fille grincheuse qui n'a pas peur De poursuivre. Pokémon? Ça me rappelle Ondine d'une certaine manière. Bien sûr, il insiste sur le fait que c'était un compliment, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon d'interpréter le fait qu'il traite une dame de laide en face dans une autre scène. Pierre n'est pas irréprochable non plus. Dans l'épisode « L'école de la vie », il dit d'une élève impolie « Je déteste son comportement envers nous, mais j'aime son physique ».
Il est facile de comprendre pourquoi Ondine est à bout de nerfs avec eux. Preuve à l'appui. Quand le groupe va à la plage, comme dans tout anime à un moment donné, Sacha fait remarquer qu'il trouve bizarre de voir Ondine en bikini. Et la façon dont il le dit, C'est étrange de te voir ressembler à une fille. Sacha taquine Pierre. Mais Pierre n'est pas non plus à l'abri des insultes involontaires de Sacha. Quand Pierre se lamente d'avoir été rejeté par la seule fille qu'il ait jamais aimée, Sacha essaie de le consoler en disant « T'inquiète pas, Pierre, tu trouveras d'autres filles pour te rejeter. » C'est donc pour ça qu'il est toujours fatigué. Quand un vieux hippie réveille un ronflex endormi avec sa flûte magique poké, le gros devient tout de suite affamé. Ou comme le dirait le hippie, On dirait que tu as une grosse fringale. Et honnêtement, si un Pokémon devait être un fumeur, ce serait sûrement Ronflex. Si ça te rend si léthargique, ralentis un peu peut-être. Écrémeux a un pouvoir de guérison magique qui peut être transmis par son lait, mais aussi par un simple contact. Mais pour un hérissandre, ce n'était pas suffisant. Il a vu l'occasion de téter des pieds de vache, il a sauté dessus. Merci à Écrémeux qui semble à l'aise avec ça, mais c'est vraiment étrange. Jessie exprime nos pensées à tous. Quand James se déguise en Sulfura, Jessie confirme que ça vient de son placard. Je pense que ce costume vient directement de son placard. Ce qui pourrait être interprété comme un clin d'œil malicieux à la sexualité de James. Soyons honnêtes, James est aussi hétéro qu'un cercle tracé dans des montagnes russes. Clément, ça va mon gars? Dans l'épisode Gardien pour toujours, Bonnie révèle tranquillement que son grand frère aime citer « Il aime enlever sa chemise et s'enrouler dans un arboc. » Il est étrange que son frère aime les serpents, mais le fait que sa jeune sœur soit au courant montre qu'il devrait être plus sélectif sur qui peut posséder des Pokémon. Faut aimer le sous-texte. Dans l'un des tout premiers combats de Sacha, il affronte Samouraï, un garçon au nom très approprié qui décide de lancer un combat de Crisacier contre Crisacier. Je sais que c'est ce que font les Crisaciers, mais quand même. Il n'y a pas moyen que ces doubleurs ne se soient enfin marrés en répétant plus dur Crisacier de différentes façons. Parfois, ils les encouragent simplement en disant qu'ils sont le Crisacier le plus fort. Autrement dit, ils entraînent leur Pokémon pour le rendre plus fort. Miaous a besoin de limites. Jessie et James prennent une potion qui finit par rendre les Pokémon attirés par eux, ce que James découvre à ses dépens lors d'une séance de bisous non désirée avec Miaous. Miaous, ce n'est pas normal. Et Miaous n'est pas le seul Pokémon assoiffé. Mais contrairement à lui, Charmina n'a pas l'excuse d'être influencé par des phéromones. Dans une scène qu'on pourrait facilement manquer, il utilise sa télékinésie pour soulever plusieurs objets dans la pièce, y compris la jupe d'une femme. Mon Pokémon a inconsciemment libéré une décharge d'énergie psychique. Ampharos X Watoi. Si tu veux attirer l'attention de quelqu'un, approche-toi simplement et parle-lui. Tu ne devrais pas commencer à tirer sur des parties sensibles du corps par derrière, comme Ampharos le fait à Watoi dans cette scène. Une dispute éclate au sein de la Team Rocket, comme dirait Billy Madison. C'est une agression, mon frère. Lorsque Jessie et James sont chez le médecin, ils parlent en rime, comme ils le font souvent. Mais cette fois-ci, il y a un sous-entendu plus vulgaire. James remarque que Jessie a dit qu'elle est là pour arrêter ses irritations et démangeaisons. Cela pourrait enfin mettre un terme aux plaintes de Jessie. Le mot utilisé dans ce poème est surprenant, mais il faut admettre que ce tacle passif-agressif est bien tourné. Steelix aussi? Combien y a-t-il de Pokémon à connotation sexuelle? Dans un épisode, un Steelix poursuit Sacha, Pierre et Aurore dans une étroite crevasse de montagne. Et il n'y a rien à voir ici, les amis. Juste un objet agressif dur et long qui essaie de se forcer dans un petit trou. Il faudrait vraiment faire évaluer psychologiquement certains Pokémon. Cela signifie probablement qu'on est en sécurité pour le moment. Le simple souhait de Pierre, dans l'un des nombreux moments où il affiche ouvertement son désir, se produit lors de la première de la saison 2, où il rencontre pour la première fois sa bien-aimée Cynthia, et dit qu'il aimerait être dans ses bras à la place de la glace qu'elle vient de lécher. Mais on pense qu'il devrait ressembler à cette glace pour une autre raison. Il a besoin de se détendre. Pierre se montre souvent aussi assoiffé, et ce n'est pas le seul moment. Pour n'en citer que quelques-uns, Pierre a tenu un journal de type harceleur rempli de photos d'Olivia. Il l'a traqué et a construit leur relation à partir de ce harcèlement. Il a dit à une éleveuse nommée Suzy qu'il voulait... Je veux élever comme toi. Il s'est corrigé en disant qu'il voulait être un éleveur comme elle. Lorsqu'on lui a montré une photo de Giselle, il a dit, je cite, « Elle peut violer mes droits si... » Et le prix de la chose la plus tordue que Brock ait dite à propos d'une femme revient à Casey. Et pas une femme, mais une fille. Brock commente le départ de la femme.
Casey va devenir une jeune fille très intéressante. Je me demande si elle a une sœur. Dans la version japonaise, il dit qu'elle sera amusante dans 8 ans. Tu sais ce qui n'est pas amusant, Brock? La prison, la poitrine gonflée de James. Comme si la Team Rocket ne volait pas déjà assez la vedette. Dans l'épisode censuré Beauté et la plage, Ondine participe sans le savoir à un concours de beauté auquel Jessie et James participent également. Et on dirait que James a décidé de se donner un petit avantage en se gonflant un peu. La Team Rocket, bien qu'antagoniste, aspire vraiment à remporter le concours de beauté. Éloignons-nous un peu de la série télé et parlons des films. Croconaw Dundee dans Pokémon pour toujours, il y a un Croconaw dont le dresseur l'a appelé Dundee, une référence au film classique des années 80, Crocodile Dundee. Je n'en ai jamais affronté un auparavant. Ces clins d'œil innocents à la pop culture pour adultes sont charmants. La longue liste de vœux de Jirachi. Dans le film Jirachi, le génie des vœux, l'ouverture énumère de nombreux espoirs et rêves, pour finir sur un vœu. Rencontrer plein de filles. Eh bien, je n'ai pas dit que tous leurs vœux concernaient les Pokémon. Et on pense savoir à qui appartient ce vœu. Miaous approuve. En un mot, Jessie et James déconseillent les relations amoureuses. Jessie dit que s'impliquer avec le sexe opposé, c'est des ennuis, et James est d'accord, allant même jusqu'à... Dire, c'est drôle. Aussi drôle que cela puisse paraître, c'est encore mieux grâce au fait que Miaous dit qu'ils n'ont même pas besoin du sexe opposé. Ils sont les uns les autres. C'est bien qu'il ait surmonté ses sentiments pour James. Tu trouveras quelqu'un, Miaous. Jessie et James dansent et finissent par échanger accidentellement de partenaires avec un autre couple. Qui va le leur dire? Alors que Jessie est plus qu'heureuse d'être dans les bras d'un homme séduisant, James est nerveux de danser avec Flora, principalement parce qu'elle le connaît, effectivement. Beaucoup pensent qu'avant que James n'aurait pas refusé d'être à la place de Jessie pour accepter une défaite. Quand la Team Rocket laisse partir Lugia, il récite l'une de leurs célèbres phrases d'accroche rimée. N'est pas très doué pour les adieux, mais il est très doué pour accepter l'inévitabilité de la mort. Le langage modéré du détective Pikachu. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait laisser détective Pikachu en dehors de la discussion, n'est-ce pas? Il est inhabituel pour les films familiaux d'inclure même un peu de vulgarité. Détective Pikachu a réussi à faire passer quelques exemples de censure malicieuse devant les censeurs, ce qui est inhabituel. Quelques censures malicieuses en persistent, comme le « et » de Pikachu. Oh, douce mère darceuse, qu'est-ce que ça fait du bien. Ce qui, même si ce n'est pas un juron, pourrait être l'équivalent Pokémon de « Oh mon Dieu », puisque Arthus est en gros le dieu du monde Pokémon. Lucie dit même « merde » dans une scène, ce qui est assez surprenant pour un film tout public. Mais juste de l'autre côté de la barrière linguistique, en anglais, dire « tu peux te le mettre où je pense » est déjà assez vulgaire en soi. Mais le doublage espagnol-castillan va encore plus loin en disant « va te faire foutre ». Et Pikachu précise qu'il a bien entendu. Et honnêtement, respect à eux pour nous avoir offert un Pikachu qui jure. Krabis irrité. Dans le film Pokémon de 2000, on peut brièvement entendre une fille parler avec des amis et raconter la chute d'une blague. Vu la chute, il semble qu'il y ait eu au moins l'idée que quelqu'un avait des crabes. Et soyons honnêtes, même si les crabes avaient une sorte d'équivalent dans l'univers Pokémon, ce serait vraiment le dernier type de Pokémon que quelqu'un voudrait attraper. Le facteur de malaise de Tim. Quand Lucie prévient Tim qu'il est dangereux de traîner près du port la nuit, il la rassure avec la pire phrase qu'il aurait pu utiliser devant une potentielle amoureuse. En fait, je suis plutôt douée pour être seule la nuit. Pikachu est plein d'électricité et même lui est choqué. Même la Team Rocket doit gérer des dépenses. Quand Jessie et James voient Giovanni bouleversé, ils paniquent en pensant qu'il va leur faire quelque chose de radical. C'est révélateur que parmi toutes les choses horribles que Giovanni a faites, leur plus grande peur soit qu'il leur demande leur note de frais. Avec toute la destruction causée, la nervosité est compréhensible. Mais Miaous ne peut-il pas faire apparaître des pièces d'or de nulle part? Pourquoi vous inquiéteriez-vous même des finances? James met en garde contre les dangers des rencontres anonymes lorsque la Team Rocket tombe sur une pièce remplie d'inconnus. Je n'ai pas vu autant de lettres étranges depuis la dernière fois que j'ai passé... Datant de 2000, c'était en quelque sorte le précurseur des applications de rencontres. James a mis des infos en ligne et a reçu des réponses apparemment bizarres. James devait savoir que son style était irrésistible. Monsieur Mime des deux mimes. L'interprétation de Monsieur Mime dans Détective Pikachu est très dévouée à son art, même lorsque d'autres utilisent ce dévouement pour l'enlever et menacer de le brûler vif. Le spectacle continue.
Après l'interrogatoire de Tim et Pikachu, les choses tournent mal quand Tim laisse tomber un briquet imaginaire sur de l'essence imaginaire, brûlant imaginairement le pauvre homme vif. Pikachu paraît un peu trop amusé par ça. J'aime ça. Je le critiquerais pour ça, si ce n'était pas l'un des moments les plus drôles du film. Fuir les A-Pomps, pauvre Tim. Personne ne croyait ce gars quand il était poursuivi par des A-Pomps fous. Avant qu'ils reprennent leurs esprits, Tim avait totalement perdu les siens. Il est sans pantalon et il a inhalé assez d'essence pour ressembler à un vrai drogué. Tout le monde peut constater dans le film que Pikachu a une véritable dépendance à la caféine, même s'il ne parle pas. Quand Tim en parle, il dit même la phrase la plus emblématique d'un accro. « Je peux arrêter quand je veux ». Tu ne croyais pas que Pierre avait fini de draguer, pas vrai? Dès qu'il pose les yeux sur Domino, il sort les jeux de mots et le désespoir, le tout dans un seul paquet pratique. Il lui demande s'ils peuvent aller ailleurs pour faire la queue et voir s'ils sont compatibles, ce qui est une façon assez joueuse de dire qu'il veut tomber sur elle dans une pièce privée, ou l'inverse. Les amis de Brock en ont marre. Lorsqu'il demande à Diana de protéger le groupe, tous le regardent avec déception, même Sacha. Ondine fait une remarque. Franchement, Brock aurait besoin d'une potion anti-brûlure après ça. Ils font quoi? Détective Pikachu semble être une victime. Il évoque de manière inappropriée l'affection que lui portent ses fans, allant jusqu'à faire des demandes déplacées. Il peut résoudre tous les mystères, mais pas son propre traumatisme, surtout Tim. Lorsque Tim amène Pikachu chez lui pour la première fois, Pikachu lui dit qu'il n'est pas le genre de Pokémon à faire ce genre de choses. Que signifie cela? Existe-t-il réellement des Pokémon prostitués? Est-ce que c'est légal? Ce comportement est assez courant pour que Pikachu appelle ça un genre de Pokémon, non? Mention honorable au fait que Pikachu était à la fois flatté et un peu effrayé par le lit Pikachu de Tim. Et si tu veux rendre la blague encore pire, rappelle-toi que Détective Pikachu est en fait le père de Tim dans le corps d'un Pikachu. C'est très efficace pour envoyer Tim directement en thérapie.